Un tueur en série s'introduit dans la maison d'une jeune fille pendant la nuit, alors que son père est en voyage d'affaires. Ce que le tueur ne sait pas, c'est que sa prochaine victime a déjà un passé avec les siens. C'est pour cette raison que son père l'a formé à l'art de l'autodéfense. Dans ce jeu du chat et de la souris, je n'ose pas dire qui est qui. Le film commence dans un quartier aisé de Los Angeles où vit une jeune fille nommée Trina, qui s'apprête à sortir faire la fête avec ses amis. Elle est interrompue par un message anonyme inattendu qu'elle prend d'abord pour son petit ami Marcus, pensant qu'il lui fait une blague. Cependant, l'homme anonyme insiste sur le fait qu'il n'est pas son petit ami, même s'il aimerait être le nouveau dans le poste. Trina décide de mettre fin à la conversation à ce moment-là, dégoûtée par les techniques de drague minables de cet homme. Dès qu'elle ferme son ordinateur portable, elle reçoit un appel d'un numéro inconnu et lui demande son identité. La voix au bout du fil, qui semble déformée, lui rappelle qu'il lui a déjà dit qui il était. C'est son nouveau petit ami. Immédiatement, la jeune fille raccroche et appelle Marcus, lui faisant comprendre que sa blague n'est pas aussi drôle qu'il le pense. Marcus réagit avec incrédulité, affirmant qu'il n'est pas son mystérieux harceleur. Alors, qui est-ce ? Trina pense d'abord qu'il s'agit d'un ami de son petit ami, contrarié de ne pas avoir été invité à la fête. La voix lui répond qu'elle ne peut pas se tromper davantage. C'est son nouveau petit ami, qu'elle le veuille ou non. Effrayée, la jeune fille le menace d'appeler la police, mais il la prévient de ne pas le faire, sinon il la pendra avec la robe de chambre bleue qu'elle porte. Il la surveille. Remplie de peur, mais aussi de colère, Trina sort pour confronter l'étranger, s'exclamant que la police l'attrapera. Le harceleur lui répond par texto, admettant que la police pourrait l'attraper, si seulement elle l'avait appelé. Trina se précipite à la maison, prête à contacter le 911. C'est alors qu'elle reçoit un autre message du harceleur. « Tu aurais dû fermer la porte à clé, je suis déjà à l'intérieur de la maison. » La jeune fille perd son sang-froid en entendant cela et ne parvient qu'à appeler Marcus avant. Ça, Trina se précipite vers les escaliers, poussant l'intrus au passage. Cela lui donne l'occasion de s'enfermer dans sa chambre et d'appeler le 911. Il ne lui reste plus qu'à attendre l'arrivée des secours. Je retire ce que j'ai dit. Dans sa tentative de fuite, Trina finit malheureusement par trébucher, la laissant à la merci de l'intrus, ou plutôt du meurtrier. Peu après, l'inspecteur Nelson et son coéquipier Gibson se présentent sur les lieux du crime. Et, à en juger par leur réaction, ce n'est pas la première fois qu'ils ont affaire à ce tueur. En fait, la presse lui a donné un nom, l'imitateur. Son mode opératoire consiste à repérer des filles seules à la maison et à discuter avec elles en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Une fois qu'il a obtenu leur adresse, il leur rend une petite visite. Trina n'était pas sa première victime et elle ne sera pas la dernière. Le film nous présente ensuite Keith Michel, un homme d'affaires qui a lui aussi fait de la gymnastique. Mais sa façade de dur à cuire s'effondre lorsqu'il doit prendre l'avion. Il a justement peur de tomber et il a voyagé dans le monde entier. Lorsqu'une hôtesse de l'air tente de le calmer, ses nerfs le poussent à parler d'un voyage à Hawaï qu'il a fait avec sa femme avant qu'elle. Soudain, il n'arrive plus à articuler un mot. Son esprit le ramène à se souvenir lorsqu'il avait sa bien-aimée Sam à ses côtés. Personne d'autre qu'elle ne savait comment calmer ses nerfs, à tel point qu'il s'imagine maintenant lui parler. Les autres doivent penser qu'il est schizophrène. Dès l'atterrissage, on l'informe qu'en raison du mauvais temps, son vol pour Los Angeles a été retardé. Keith n'est pas contrarié pour lui-même, mais pour sa fille adolescente, Alexis, qui devra rester encore plus longtemps seule à la maison. Il y a tout juste 1 an, Sam est sorti de leur vie. Keith a perdu sa femme et Alexis, sa mère, se disant que ce qui est arrivé à sa mère ne lui arriverait pas. Keith a commencé à former sa fille à l'art de l'autodéfense. Si, au cours des premiers mois, il l'a aidé à se drainer, Alexis a fini par se lasser des exigences irréalistes de son père. Personne ne lui reproche la mort de sa femme. Elle était simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Tout le monde l'a compris, sauf lui. Il ne se passe pas un jour sans qu'il ne regrette de ne pas avoir été là pour défendre sa femme. C'est pourquoi il insiste tant pour que sa fille sache se défendre. Aujourd'hui, elle poursuit son entraînement, tandis que son père l'appelle pour lui annoncer qu'il arrivera plus tard que prévu. Alexis prend la chose avec humour, déclarant qu'elle invitera tous ses amis pour mettre la maison sens dessus-dessous. Enfin, elle le ferait s'il n'y avait pas son bracelet électronique. Pour la petite histoire, un camarade de classe a fait l'erreur de dire du mal de sa mère, et Alexis n'a pas pu s'en empêcher. Il en a payé les conséquences en étant assigné à résidence. Mais c'est aujourd'hui son dernier jour de punition. Malgré tout, son père lui a répété ad nauseam que ses cours de combat n'étaient pas destinés à défendre son ego, mais seulement son intégrité physique. Et le sermon aurait continué sans l'apparition de Tessa, la meilleure amie d'Alexis. Keith apprend son arrivée avant sa propre fille,
grâce à son système de sécurité. C'est son seul moyen de la défendre à distance. Retenez bien cette phrase. De retour auprès d'Alexis, Tessa lui annonce la dernière nouvelle, qui secoue les réseaux, la mort de Trina. Alexis n'en savait rien, puisque son père lui a fait supprimer ses réseaux sociaux pour alourdir sa punition. L'ironie de la chose, c'est que cela l'exclut des victimes de l'imitateur, à moins que ce ne soit le cas. De retour à l'aéroport, Keith peut enfin prendre son vol de retour, informant sa fille qu'il arrivera demain matin si l'avion ne s'écrase pas. À la nuit tombée, Alexis se détend chez elle, attendant à la fois le retour de son père et la fin de son assignation à résidence. La nuit s'annonce comme une nuit comme les autres, jusqu'à ce qu'elle entende un bruit de porte qui s'ouvre. Alarmé, Alexis descend dans le salon et demande dans le noir qui est là. Pas de panique, c'est son petit ami Chris. Le pauvre venait de vérifier qu'elle savait se défendre. Après s'être remis du coup, Chris dit que Keith l'a fait entrer pour qu'elle ait un peu de compagnie, pendant que tous ses amis s'amusent autour d'un feu de joie. C'est précisément pour cette raison que Chris lui a apporté un dessin représentant un feu de camp, avec une bouteille d'alcool, bien sûr. Le plaisir ne dure cependant pas longtemps, car Keith a été très clair. Chris doit partir avant 9 heures. Il peut le voir à la caméra à tout moment. Il n'est donc pas question de le tromper. Attention aux mains. Keith a des caméras dans toute la maison. Par respect pour son beau-père et aussi par peur, Chris part à l'heure promise, alors qu'Alexia lui assure qu'elle ira bien. Ce n'est pas comme si le fait d'être seule était nouveau pour elle. Les heures qui suivent sont consacrées à des films, des glaces et des appels à Tessa qui restent sans réponse. L'ennui la tue, mais le divertissement ne tarde pas à venir. Bien qu'elle s'endorme, la jeune fille, elle est bientôt réveillée par le son du film. Lorsqu'elle éteint la télévision, elle entend encore un bruit étrange à l'extérieur. Quelque chose a bougé dans le jardin. Cherchant de la compagnie, Alexis appelle son petit ami et lui raconte ce qui s'est passé. Comme il ne peut pas rentrer et que Tessa ne répond pas non plus au téléphone, Chris lui propose d'aller se coucher et de dormir, dans moins de temps qu'elle ne le pense. Le soleil sera à sa fenêtre et ils pourront sortir ensemble après un long moment. Alexis suit son conseil, mais pas avant d'avoir jeté un dernier coup d'œil au jardin. Peut-être n'était-ce que son imagination qui lui jouait des tours. Peut-être, en plein vol, Keith est réveillé par l'alarme de son système de sécurité. Quelqu'un est entré par effraction. Alexis dort paisiblement, ignorant à la fois les appels de son père et l'intrus dans sa chambre. Keith choisit de contacter la police, mais sa batterie tombe en panne à ce moment-là. Il n'a d'autre choix que d'emprunter un téléphone, mais son hystérie est telle que personne ne veut l'aider. De retour chez Alexis, elle se réveille par hasard et s'aperçoit que son téléphone portable a disparu. Elle ne sait toujours pas qu'il y a un intrus dans la maison, du moins jusqu'à ce qu'elle récupère son téléphone et entende le message de son père. Automatiquement, la jeune fille appelle son petit ami et l'avertit que son père lui a dit que quelqu'un se faufilait dans la maison. Ce n'est pas parce que Chris est revenu après 9 heures, mais seulement pour apporter des snacks à Alexis. C'est pourquoi ils pensent tous deux que Keith le prend pour un intrus. En parlant de lui, la seule chose que l'hôtesse de l'air lui donne, c'est un chargeur et le Wi-Fi de l'avion. Le problème, c'est qu'il met trop de temps à se connecter au Wi-Fi et que personne parmi le personnel ne peut lui prêter un téléphone en raison de la politique de la compagnie aérienne. Sa petite fille est donc seule face au danger, même si c'est elle qui a réussi à le vaincre au combat. À cette occasion, il lui a également appris que les attaques ne sont pas précédées d'un avertissement et qu'elle ne peut donc pas baisser sa garde à tout moment. Lorsqu'il parvient enfin à se connecter au Wi-Fi, Keith est soulagé d'entendre les propos de sa fille, qui affirme que l'intrus qu'elle a vu était Chris, au-delà du spectacle qu'il a donné. L'hôtesse de l'air le félicite d'être un bon père, soulignant que sa femme a beaucoup de chance. Dépité, l'homme avoue que sa femme est décédée il y a 1 an, précisément sous les coups d'un tueur qui s'est introduit dans leur maison. Il me semble que nous assistons à la deuxième partie. Pour changer de décor, Tessa revient du feu de joie avec ses amis, contrariée que son rendez-vous sur Internet lui ait posé un lapin. En rentrant chez elle, elle trouve un mot que ses parents lui ont laissé avant de partir. Cela ne veut pas dire qu'elle est seule. L'homme qu'elle devait rencontrer l'appelle pour s'excuser, prétextant qu'il a été occupé par une affaire. C'est ce qu'il dit toujours quand ils n'ont pas l'occasion de se voir en personne, mais il lui promet qu'il la surprendra bientôt. Très bientôt. Pendant ce temps, Alexis, incapable de dormir, jette un coup d'œil aux photos de sa mère, sans s'en rendre compte. Il chante déjà à nouveau avec elle comme si rien ne s'était passé. Si seulement il pouvait rester dans ce souvenir pour toujours. Du sentimental, nous passons à la paranoïa. Mais seulement de notre part, car Tessa ne sait toujours pas qu'il y a un intrus dans la maison. C'est alors que son petit ami, sur Internet, l'appelle pour lui demander d'aller à la piscine. Elle s'exécute à contre-cœur et,
Comme elle le pensait, il n'y a personne. Agacée, elle prévient son petit ami qu'il n'y a pas de quoi rire de ses plaisanteries de mauvais goût. D'ailleurs, il ne sait même pas où elle habite. C'est du moins ce qu'elle dit, car il lui envoie des photos de sa maison en temps réel. Il est dans... Tessa n'a même pas le temps de composer le 9-1 que le tueur la coince dans la cuisine. Elle tente de se défendre sans grand succès, puis le tueur la renverse sur le sol et lui fait subir le même sort qu'à Trina et à toutes ces pauvres filles restées seules à la maison. Une fois son travail accompli, le copycat jette le cadavre de Tessa dans la piscine. La nuit est encore jeune. Alexis, quant à elle, commence à recevoir des messages d'un homme anonyme qui dit vouloir la rencontrer. Elle accuse d'abord son petit ami, mais celui-ci semble aussi troublé qu'elle. Il se demande même s'il ne s'agit pas du même homme que celui qui a tué Trina. Alexis lui rappelle que le meurtre a eu lieu dans une autre ville. Toujours mal à l'aise, Chris lui fait promettre de l'appeler en cas d'urgence. Dès qu'elle raccroche, la jeune femme reçoit un appel de son harceleur qui lui demande si elle a peur d'être seule à la maison. Cela déclenche immédiatement les alarmes d'Alexis, tandis que le système de sécurité indique que le garage a été violé. Armée d'une batte, la jeune fille se rend dans le garage et n'y trouve qu'un chat. Soulagée, elle se persuade que le harceleur a deviné juste. J'ai bien peur qu'elle ait tort. Et nous en restons là pour l'instant, car nous avons presque oublié Keith. Une fois son téléphone chargé, il remet le chargeur à son hôtesse, de l'air de confiance, qui se présente sous le nom de Beverly. Il s'excuse à nouveau d'avoir effrayé les passagers, mais elle lui fait comprendre qu'il n'a pas à s'excuser d'être un père attentif. La société a besoin de plus d'hommes comme lui, et Beverly n'a pas l'intention de le laisser partir. Par coïncidence, dans quelques jours, il se rendra à Los Angeles et y restera quelques jours. C'est l'occasion rêvée de lui demander de sortir avec lui. Bien que flatté, Keith admet qu'il ne se sent pas encore prêt pour une nouvelle relation. Beverly comprend sa position, mais lui laisse son numéro de téléphone au cas où il changerait d'avis. Plus tard, alors qu'il parle à sa fille, Keith remarque quelque chose d'étrange dans un selfie qu'elle vient de lui envoyer. Il y a 2 personnes sur la photo, mais elle ne le sait pas. Avec cette preuve, l'homme convainc Beverly d'utiliser le téléphone de l'avion pour alerter les autorités de l'immense danger que court Alexis. Croyez-moi, elle est en danger. En effet, elle se retrouve à parler au harceleur, qui lui demande une photo d'elle. Lorsqu'elle refuse, le harceleur prétend qu'il peut entrer dans sa chambre et voir par lui-même. Jolie queue de cheval, d'ailleurs. Alexis éclate de nervosité à cette vue, car cela signifie qu'elle est surveillée. Cachée dans l'armoire, elle appelle son père et l'interroge sur la cachette de son arme. Malheureusement, il s'en est récemment débarrassé. Keith lui demande plutôt de rester calme et d'attendre la police. Mais si le tueur la surprend, que faire? Elle a eu un bon professeur. Peu après, un officier arrive à la maison et frappe à la porte. À travers le panneau de sécurité, Alexis lui fait part de sa situation. Prochaine étape, attendre que le policier vienne la secourir. Oubliez ça. Informé de ce qui s'est passé, Keith lui conseille de quitter la maison immédiatement. Grâce à son bracelet électronique, la police ne devrait pas tarder à être alertée. Et c'est tout ce qu'il parvient à lui dire, alors que le Wi-Fi de l'avion commence à tomber en panne, ce qui ne manque pas de l'énerver. De son côté, l'inspecteur Gibson dit à l'inspecteur Nelson qu'elle a entendu parler d'un appel d'urgence en provenance d'un avion. Le plaignant est un certain Keith Mitchell. En entendant ce nom de famille, Nelson se souvient de l'affaire Sam Mitchell. Il a d'ailleurs convoqué Keith pour en parler. Curieusement, alors qu'il était en voyage, sa fille s'est présentée chez lui. Le sujet, des informations sur l'assassin de sa mère. L'inspecteur Nelson prend immédiatement ses affaires et se rend au domicile des Mitchell. À l'instant, Keith informe sa fille des mouvements du copycat. Dès qu'il sort, Alexis referme la porte du garage. Le tueur réussit à se faufiler dans le garage, mais il ne fait pas le poids. Alexis l'affronte courageusement et lui donne un bon aperçu de ses poings avant de retourner se cacher. Son père n'ayant plus accès au Wi-Fi, la jeune fille doit se débrouiller seule et se faufiler du mieux qu'elle peut pour échapper à l'imposteur. Le moment venu, elle trouve l'occasion de quitter la maison, mais le tueur l'intercepte dans le jardin. N'ayant pas d'autre choix, elle revient sur ses pas et tombe en chemin sur la vieille trousse de police de son père. C'est là que se trouve le pistolet. Son père ne s'en est donc pas débarrassé. Lorsque l'inspecteur Nelson et les flics arrivent, Alexis a déjà mis fin à la menace toute seule. Lors des retrouvailles avec son père, la jeune fille affirme qu'elle en a fini avec lui. Et qui est-il? Cela nous ramène à la visite d'Alexis au bureau de Nelson, lorsqu'il lui a dit que le suspect du meurtre de sa mère était Justin Humphries, un petit criminel. Bien que ses crimes soient mineurs, son ADN a été retrouvé sur les ongles de Sam, prouvant qu'il était son agresseur. Pire encore, Sam n'a pas été envisagée comme sa victime. Ce soir-là, elle a décidé de donner un coup de main
à une amie qui n'était pas en ville. Sa fille l'ayant convaincu de sortir faire la fête, Sam s'est chargé de garder la maison. L'imposteur se présente à la recherche de la jeune fille, mais lorsqu'il tombe sur Sam, il ne lui pardonne pas. Après avoir appris cela, Alexis a profité de l'inattention de Nelson pour prendre une photo du dossier de Humphries. Dès lors, elle se met à le suivre, observant son mode opératoire. Elle apprend qu'il se fait passer pour un livreur afin de connaître l'adresse de ses victimes. Malgré son assignation à résidence, Alexis n'a pas cessé son enquête et a réussi à attirer l'attention de l'imitateur sur Internet. Ce n'est pas pour rien qu'il a commandé une livraison de nourriture lorsqu'il était avec Chris. Au moment d'abattre l'imitateur, elle lui a également ordonné d'enlever son masque. Humphries est mort en voyant la vengeance de ses propres yeux. Nous revenons donc au présent, où les inspecteurs découvrent que l'imitateur a toujours été Humphries et qu'ils commencent à douter qu'Alexis l'ait tué en état de légitime défense. Ils commencent donc à douter qu'Alexis l'ait tué en état de légitime défense. Après cela, la jeune fille se réfugie dans les bras de son père, heureuse d'avoir donné à l'assassin de sa mère ce qu'il méritait. J'adore les rebondissements de dernière minute.